Richard Whittaker était assis dans le siège 2A de première classe du vol transatlantique, le visage rouge d'épuisement et d'embarras tandis que sa fille Emma, âgée de 6 mois, hurlait à plein poumon. Pendant 3 heures d'affilée, tous les passagers de l'avion avaient été soumis aux pleurs incessants qu'aucune somme d'argent, influence ou désespoir ne semblait pouvoir arrêter. Richard avait tout essayé. Il avait marché dans les allées en berçant Emma, lui avait offert des biberons, changé sa couche plusieurs fois, et même joué de la musique classique sur ses écouteurs anti-bruit pressés contre ses petites oreilles. Rien ne fonctionnait. Les autres passagers de première classe lui lançaient des regards de plus en plus hostiles. Les hôtesses de l'air avaient proposé des suggestions qui avaient lamentablement échoué. Même le pilote avait fait une annonce subtile sur le fait de s'assurer que tous les passagers aient un voyage confortable, ce que Richard savait être dirigé contre lui. C'est alors que quelque chose d'impensable s'est produit. Un garçon noir de 16 ans de la section économique s'est approché du siège de Richard, ses vêtements usés mais propres, son sac à dos rapiécé avec du ruban adhésif. Sans demander la permission ni se présenter, l'adolescent a tendu doucement la main vers le bébé qui criait. « Puis-je » demanda-t-il calmement, sa jeune voix perçant d'une certaine manière les cris d'Emma. Richard était tellement épuisé et désespéré qu'il ne s'est même pas demandé pourquoi un étranger, encore moins un adolescent, offrait son aide. Il a simplement hoché la tête, trop fatigué pour se soucier du protocole ou des convenances. Au moment où les mains du garçon ont touché Emma, quelque chose de miraculeux s'est produit. Les cris se sont arrêtés. Un silence complet et absolu est tombé sur toute la cabine de l'avion alors que 200 passagers retenaient leur souffle, attendant de voir si ce calme impossible allait durer. L'adolescent tenait Emma avec une confiance qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge, appliquant doucement une pression sur des points spécifiques de son dos, tout en fredonnant une mélodie douce que Richard n'avait jamais entendue auparavant. Les yeux d'Emma, qui avaient été fermés sous la détresse pendant des heures, se sont lentement ouverts et se sont concentrés sur le visage du garçon. Pour la première fois depuis le décollage, elle avait l'air calme, paisible, presque heureuse. « Comment as-tu » chuchota Richard, fixant cet adolescent mystérieux qui avait accompli ce que des nounous formés et des spécialistes en pédiatrie n'avaient pas pu réaliser. Le garçon sourit doucement. « Ma petite sœur avait des coliques. Il m'a fallu des mois pour comprendre ce qui fonctionnait vraiment. » Richard regarda autour de la cabine et vit quelque chose qui fit battre son cœur d'incrédulité. Chaque passager les regardait, non plus avec agacement, mais avec émerveillement et gratitude. Mais ce qui choqua le plus Richard, c'est ce qu'il remarqua à propos de ce jeune homme qui venait d'accomplir un miracle avec sa fille. Le sac à dos du garçon était couvert de badges de compétition mathématique. Son cahier était rempli d'équations complexes, et il y avait une intelligence dans ses yeux qui semblait bien au-delà de son âge. « Qui es-tu » demanda Richard, sa voix remplie d'émerveillement et de curiosité. L'adolescent regarda Richard droit dans les yeux avec une maturité saisissante. « Je m'appelle Noah Simon. J'ai 16 ans. Je viens du sud de Chicago et je me rends à Londres pour participer au championnat international de mathématiques. » Richard sentit son monde basculer alors qu'il réalisait que la personne qui venait de sauver sa santé mentale et le confort de sa fille n'était pas un professionnel formé ou un père fortuné. C'était un adolescent brillant de l'un des quartiers les plus difficiles d'Amérique. Mais alors que Noah continuait à tenir Emma, qui gazouillait maintenant joyeusement, Richard n'avait aucune idée que cette rencontre fortuite allait révéler une histoire de détermination, de sacrifice et de génie qui changerait leur vie à jamais. Et aucun d'eux ne savait que ce qui allait se passer ensuite allait remettre en question tout ce que Richard pensait savoir sur la valeur, l'intelligence et ce que signifie vraiment aider quelqu'un dans le besoin. Richard était le PDG de 42 ans de Whittaker Technologies, une entreprise d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Il se rendait à Londres pour une série de réunions de conseil d'administration qui pouvaient déterminer l'avenir de l'expansion de son entreprise sur les marchés européens. Normalement, Richard voyageait seul, se concentrant sur le travail pendant les vols et effectuant des appels professionnels depuis 35 000 pieds d'altitude. Mais ce voyage était différent car sa femme Sarah se remettait d'une chirurgie d'urgence et ne pouvait pas s'occuper de leur fille Emma, âgée de 6 mois. « Je peux reporter les réunions de Londres » avait dit Richard à Sarah alors qu'elle était allongée dans son lit d'hôpital. « Absolument pas » répondit fermement Sarah. « Cet accord est trop important pour l'entreprise. Emmène Emma avec toi. » À quel point peut-il être difficile de gérer un bébé pour un voyage d'affaires de 5 jours? Richard avait engagé la meilleure agence de nounous de la ville pour trouver quelqu'un qui pourrait voyager avec eux. Mais la nounou avait appelé pour se déclarer malade à la dernière minute à cause d'une intoxication alimentaire. Sans le temps de trouver un remplaçant, Richard s'est retrouvé à monter dans un avion pour Londres avec un bébé de 6 mois, aucune expérience en matière de garde d'enfants et un emploi du temps chargé de réunions d'affaires cruciales. Pendant la première heure du vol, Emma avait été parfaite.
Elle dormait paisiblement dans son berceau de première classe, pendant que Richard examinait des contrats et des projections financières. Il commençait à penser que sa femme avait raison. À quel point cela pouvait-il être difficile? Puis Emma s'est réveillée en hurlant, et la confiance de Richard s'est complètement évaporée. Il a essayé de lui donner le biberon que Sarah avait préparé. Mais Emma l'a rejeté violemment, le repoussant avec ses petites mains et pleurant encore plus fort. Il a essayé de changer sa couche dans les toilettes de l'avion, une expérience claustrophobe qui l'a laissé en sueur et désorienté, mais Emma a continué à crier. Il a essayé de marcher dans les allées, de la bercer doucement comme il avait vu Sarah le faire, mais les pleurs d'Emma n'ont fait que devenir plus forts et plus désespérés. Les hôtesses de l'air ont proposé des suggestions avec des sourires professionnels qui ne pouvaient cacher leur inquiétude croissante concernant la perturbation des autres passagers. Parfois, les bébés ont juste besoin de pleurer, suggéra diplomatiquement une hôtesse. Avez-vous essayé de jouer du bruit blanc? Proposa une autre, apportant à Richard un petit haut-parleur avec des sons d'océan. Rien ne fonctionnait. Emma criait avec une intensité qui semblait impossible pour un si petit être humain. Au fil des heures, Richard est devenu de plus en plus conscient de l'atmosphère hostile qui se développait autour de lui dans la cabine de première classe. Au siège 1A, l'homme d'affaires âgé Harold Morrison poussait des soupirs de plus en plus bruyants et vérifiait sa montre de façon dramatique toutes les quelques minutes. C'est exactement pourquoi les enfants ne devraient pas être autorisés en première classe, marmonna Morrison à sa femme assez fort pour que Richard l'entende. Au siège 3B, la mondaine éminente Victoria Sterling tapait agressivement sur son téléphone, probablement pour se plaindre à des amis des parents inconsidérés qui gâchaient son vol. Certaines personnes n'ont aucune considération pour les autres, dit-elle à son assistante. Si vous ne pouvez pas contrôler votre enfant, vous ne devriez pas l'amener dans un avion. Richard sentait son visage brûler d'embarras et de colère. C'étaient des gens de son propre cercle social, des individus riches et influents, qui devraient comprendre que parfois des circonstances indépendantes de votre volonté créent des situations difficiles. Mais leur jugement semblait particulièrement dur parce que Richard avait du mal avec quelque chose qu'il avait toujours supposé venir naturellement aux parents. Il était un homme d'affaires brillant qui pouvait gérer des accords de milliards de dollars et diriger des équipes de centaines d'employés. Pourtant, il ne pouvait pas comprendre comment réconforter sa propre fille de 6 mois. La partie la plus douloureuse était de regarder la détresse d'Emma et de se sentir complètement impuissant à la réparer. Chaque cri semblait exprimer non seulement un inconfort physique, mais un besoin plus profond que Richard ne comprenait pas comment satisfaire. Au fur et à mesure que le vol progressait, Richard commença à paniquer pour plus que la situation immédiate. Il avait 5 jours de réunion d'affaires cruciales à Londres, et il ne pouvait pas amener un bébé qui hurle dans des salles de conseil remplies d'investisseurs et de partenaires potentiels. Tout son accord d'expansion européenne pourrait s'effondrer s'il ne parvenait pas à comprendre comment s'occuper correctement d'Emma. Ce que Richard ne savait pas, c'est que 3 rangées derrière lui en classe économique, Noah Simon, 16 ans, écoutait les pleurs d'Emma avec une inquiétude et une reconnaissance croissante. Noah voyageait seul vers Londres, portant un sac à dos contenant ses quelques possessions et un billet d'avion acheté avec l'argent que sa communauté avait collecté grâce à des ventes de pâtisseries, des lavages de voitures et de petits dons. Le championnat international de mathématiques était sa seule chance de gagner une bourse complète pour le MIT, une opportunité qui pourrait changer non seulement sa vie, mais l'avenir de toute sa famille. Noah venait du sud de Chicago, où il vivait avec sa mère, sa grand-mère et ses 3 jeunes frères et sœurs dans un appartement de 2 chambres. Sa mère, Lisa, travaillait en double équipe comme aide-soignante pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa grand-mère, Rosa, s'occupait des enfants pendant la journée. 2 ans plus tôt, la plus jeune sœur de Noah, Maya, était née avec de graves coliques qui la faisaient pleurer pendant des heures chaque jour et chaque nuit. La famille ne pouvait pas se permettre d'emmener Maya chez des spécialistes ou d'acheter des traitements coûteux. Alors, Noah avait passé des mois à rechercher des remèdes contre les coliques, à prendre des techniques de massage pour nourrissons et à expérimenter différentes approches pour apaiser sa sœur. Par essais et erreurs, patience et détermination, Noah avait finalement trouvé une combinaison de points de pression doux, de positions de maintien spécifiques et de techniques apaisantes qui pouvaient arrêter les pleurs de Maya en quelques minutes. Noah a des mains magiques, disait sa grand-mère avec fierté. Ce garçon peut calmer n'importe quel bébé. Alors que Noah écoutait les cris d'Emma résonner dans la cabine de l'avion, il reconnut le même type de pleurs de détresse que Maya avait manifesté. Il pouvait entendre la tonalité et le rythme spécifique qui indiquaient que le bébé éprouvait un inconfort digestif combiné à une surstimulation. Noah savait qu'il pouvait aider, mais il savait aussi qu'un adolescent noir de l'Inner City s'approchant d'un homme d'affaires blanc fortuné en première classe serait probablement perçu avec suspicion, hostilité ou rejet catégorique. Noah avait connu suffisamment de discrimination et de préjugés au cours de ses 16 années pour comprendre que beaucoup de gens le verraient comme une menace plutôt que comme un aide, quelles que soient ses intentions ou ses capacités. Pendant 2 heures, Noah lutta avec la décision.
Il sortit ses manuels de mathématiques et essaya de se concentrer sur la préparation de la compétition qui représentait son avenir. Mais les cris de plus en plus désespérés d'Emma rendaient la concentration impossible. Finalement, la compassion de Noah surmonta sa peur du rejet. Noah ferma son manuel et se leva, ignorant les regards curieux des passagers à proximité qui se demandaient pourquoi un adolescent se dirigeait vers la première classe. L'hôtesse de l'air à la séparation entre l'économie et la première classe regarda Noah avec une suspicion polie. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, clairement prête à le rediriger vers son siège. « Le bébé en première classe » dit doucement Noah. « Je pense que je pourrais peut-être aider. » L'hôtesse de l'air semblait sceptique. « Voyagez-vous avec de la famille en première classe » ? « Non, madame, » répondit respectueusement Noah. « Mais j'ai de l'expérience avec les bébés coliques, et je reconnais le type de pleurs. Parfois, il y a des techniques qui peuvent aider. » L'hôtesse de l'air jeta un coup d'œil vers la première classe, où les cris d'Emma atteignaient de nouveaux niveaux d'intensité, puis regarda le visage sérieux de Noah. « Laissez-moi demander au père, » dit-elle diplomatiquement. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Richard Whittaker apparut dans l'allée, tenant Emma qui criait et ayant l'air complètement dépassé. « J'ai entendu quelqu'un dire qu'il pourrait peut-être aider, » demanda Richard. Désespérément, son sang-froid habituel de dirigeant complètement brisé par des heures de détresse de sa fille. Noah prit une profonde inspiration, sachant que ce moment déterminerait s'il serait accepté comme aide ou rejeté comme un intrus inapproprié. « Monsieur, je m'appelle Noah Simon. Je sais que je ne suis qu'un enfant, mais j'ai une petite sœur qui avait de très mauvaises coliques et j'ai appris des techniques qui l'ont aidée. Je pense que votre fille pourrait éprouver un inconfort similaire. » Richard regarda Noah, le regarda vraiment pour la première fois. Il vit de l'intelligence dans les yeux du jeune homme, de la confiance dans sa posture, et plus important encore, une véritable inquiétude pour le bien-être d'Emma. Richard était suffisamment épuisé et désespéré pour envisager de l'aide de n'importe quelle source. « Quel genre de technique ?» demanda Richard, élevant la voix pour être entendu par-dessus les pleurs d'Emma. Une pression douce sur des points spécifiques le long de sa colonne vertébrale, combinée à une position de maintien particulière qui peut soulager le gaz et la pression digestive, expliqua Noah professionnellement. Aussi, parfois les bébés sont surstimulés par trop de bercements et de mouvements. Ils ont besoin d'une pression calme et régulière à la place. Richard regarda autour de la cabine de première classe et réalisa que chaque passager regardait cette interaction avec un intérêt intense. Certains semblaient sceptiques à l'idée d'accepter l'aide d'un adolescent, tandis que d'autres paraissaient pleins d'espoir qu'enfin quelqu'un puisse apporter la paix au vol. Richard prit une décision qui allait tout changer. « S'il vous plaît, » dit-il, tendant Emma vers Noah. « Si vous pensez pouvoir l'aider, je suis prêt à essayer n'importe quoi. » Ce qui s'est passé ensuite semblait défier la logique et la compréhension médicale. Au moment où les mains expérimentées de Noah ont touché Emma, ses pleurs ont commencé à diminuer. Noah la tenait dans une position spécifique que Richard n'avait jamais vue auparavant, soutenant sa tête et son cou d'une main, tout en appliquant une pression rythmique douce le long de sa colonne vertébrale avec l'autre. Les bébés avec des coliques ont souvent des gaz emprisonnés et un inconfort digestif, expliqua doucement Noah en travaillant. Cette position aide à relâcher la pression, tandis que le massage du dos stimule leur système digestif. Les cris d'Emma se sont réduits à des gémissements, puis à de doux hoquets, puis au silence complet. Toute la cabine de première classe regardait avec émerveillement, alors que Noah commençait à fredonner une mélodie douce qui semblait hypnotiser le bébé. Les yeux d'Emma, qui avaient été fermés sous la détresse, se sont lentement ouverts et se sont concentrés sur le visage de Noah. « Où avez-vous appris cette chanson ?» demanda Richard, hypnotisé par la transformation de sa fille. « Ma grand-mère me l'a apprise, » répondit Noah, continuant le massage doux du dos. Elle a dit que c'était une berceuse que sa mère lui chantait quand elle était bébé. Parfois, les vieilles chansons portent un type spécial de réconfort. Richard regarda Emma commencer à se détendre complètement dans les bras de Noah. Ses petits poings, qui avaient été serrés de détresse, se dépliaient lentement. Sa respiration devint profonde et régulière. Pour la première fois en des heures, elle avait l'air paisible. L'homme d'affaires au siège 1A, qui s'était plaint bruyamment de la perturbation, regardait maintenant Noah avec une admiration évidente. « Remarquable, » dit Harold Morrison à sa femme. « Absolument remarquable. » Victoria Sterling posa son téléphone et fixa Noah avec un mélange de surprise et de respect. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » chuchota-t-elle à son assistante. Les hôtesses de l'air se rassemblèrent à proximité, stupéfaites par la transformation soudaine de l'atmosphère de la cabine. « Combien de temps restera-t-elle calme ?» demanda Richard à Noah. « J'espère que si elle éprouve ce que je pense, elle devrait dormir paisiblement pour le reste du vol, » répondit Noah avec confiance. La pression sur son système digestif a été soulagée,
et elle n'est plus surstimulée. Conformément à la prédiction de Noah, les yeux d'Emma commencèrent à se fermer alors qu'elle s'installait dans un sommeil paisible. Alors que Noah transférait doucement Emma endormie dans les bras de Richard, maintenant la même position de soutien, Richard se retrouva à étudier ce remarquable adolescent avec de nouveaux yeux. « Noah, vous avez dit que vous vous rendiez à Londres pour une compétition de mathématiques ?» demanda doucement Richard, ne voulant pas réveiller Emma. « Oui, monsieur. Le championnat international de mathématiques. C'est une compétition mondiale pour les lycéens, et les premiers finalistes reçoivent des bourses complètes pour des universités comme le MIT, Stanford et Cambridge. » Richard était impressionné. « C'est incroyablement compétitif. Vous devez être exceptionnellement doué en mathématiques. » Noah haussa modestement les épaules. « J'aime résoudre des problèmes, qu'il s'agisse d'équations mathématiques ou de comprendre comment aider un bébé qui pleure. Pour moi, ce sont tous les deux des énigmes qui nécessitent la bonne approche. »« Parlez-moi de votre parcours, » dit Richard, s'installant dans son siège avec Emma dormant paisiblement dans ses bras. « Comment un jeune de 16 ans de Chicago est-il devenu qualifié pour une compétition internationale de mathématiques ?» Les yeux de Noah s'illuminèrent alors qu'il partageait son histoire, bien qu'il reste debout dans l'allée, incertain s'il était le bienvenu de s'asseoir dans le siège vide de première classe à côté de Richard. « J'ai toujours été bon avec les chiffres, mais mon école du sud de Chicago n'a pas un programme de mathématiques solide. La plupart de mon apprentissage a été autodidacte en utilisant des livres de bibliothèque et des ressources en ligne. » Richard fit signe à Noah de s'asseoir, véritablement intéressé à en entendre plus. « Ma professeure de mathématiques, Madame Rodriguez, a remarqué ma capacité en 8e année et a commencé à me donner des problèmes supplémentaires à résoudre. Quand j'ai terminé tout le programme du lycée en 6 mois, elle m'a aidé à trouver des cours universitaires en ligne. »« Comment vous êtes-vous qualifié pour la compétition de Londres ?» demanda Richard. « J'ai gagné la compétition régionale de Chicago, puis le championnat de l'État de l'Illinois, puis les tours de qualification nationaux, » expliqua Noah d'un ton neutre. « Chaque